Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Meda Sedik, hématologue et écrivain. Bonjour Meda. Bonjour Inda, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci en tout cas, bienvenue sur RTV. Aujourd'hui, on va apprendre à vous connaître. Oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que je sais que vous êtes écrivain et vous avez écrit quand même 2 livres, je crois. Oui, c'est ça, voilà. On va y revenir, mais avant, on voudrait connaître votre parcours personnel et professionnel. Alors, mon parcours, je suis médecin. Au départ, c'était pas ma vocation. Moi, j'ai grandi dans la banlieue havraise. Mes parents étaient immigrés et donc nous n'avions pas à la maison la possibilité d'avoir des livres ni quoi que ce soit. C'était pas dans notre ADN. Mais à l'école, à l'époque, donc dans les années 60 ou même 50, je dirais, nous avions un maître qui s'appelait Monsieur Lebourg. Et ce maître, il nous obligeait à prendre un livre. Ouais. Et il fallait le lire et le résumer, et c'était chaque trimestre. Donc on avait une armoire bancale au fond de la classe. Et donc, moi, c'était pour moi un peu rébarbatif de lire. Seulement, là, on était obligés. Donc, on n'avait pas le choix. Donc, j'avais pris le premier livre comme ça, par hasard, un petit peu, parce que la couverture me plaisait. Il y avait un bonhomme avec une montagne et de la neige. J'aimais bien la neige. Et donc, je l'ai pris et puis j'ai commencé à lire parce qu'obligé. Et finalement, dès que j'ai commencé à le lire, j'étais happé par l'histoire. J'étais vraiment attiré. Ça m'a vraiment subjugué. Et donc, ce qui fait que le livre, je l'ai terminé pratiquement en 48 heures ou 72 heures. Ah oui. Et mon maître, à l'époque, j'avais été le voir en disant, voilà, j'ai terminé. Il m'a dit, ah bon, tu es sûr? J'ai dit, oui, je peux vous expliquer l'histoire, je peux vous dire de quoi. C'était La neige en deuil, c'était un livre d'Henri Troyat. Et donc, je lui ai expliqué, et à ce moment-là, il m'a regardé en disant, ah, ça, c'est bizarre, c'est rare quand on est attiré comme ça par la lecture à ton âge. Et donc j'ai pris un deuxième livre, et puis ça m'a été quelque chose pour moi de presque jouissif de lire. Ouais. Ce qui fait que je me suis dit, c'est ça ma vocation, je serai tôt ou tard écrivain, rien d'autre pour moi n'était attirant. En plus, à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi. Et le jeudi après-midi, il y avait ce qu'on appelle à Bléville, là où j'étais dans le quartier, il y avait au presbytère, il y avait un curé il y avait ce qu'on appelle le patronage. Mmh. Le curé, il ramassait les jeunes qui étaient un petit peu de classe, on va dire, moyenne, voire de classe défavorisée. Et puis, dans ce patronage, on avait le droit à un goûter. Mais en plus, il nous racontait des histoires. Alors, c'était soit par diapositive, ouais. En particulier l'histoire de Tintin, ou alors il nous lisait. Et donc ça encore, donc nous on y allait pour le goûter, bien entendu. Ouais. Mais là, il a donné un petit peu un supplément à mon attrait pour la lecture. Ouais. Ce qui fait que moi, dans ma tête, c'était comme ça, c'était fait dans ma tête, je serais écrivain. Puis en fait, ma mère qui est méditerranéenne et a un côté un peu hypocondriaque. Et donc les médecins, c'était très fréquent. Donc elle allait soit en consultation ou alors même les médecins venaient en visite. Et quand les médecins venaient en visite, c'était le branle-bas de combat à la maison. Il fallait nettoyer tout, il fallait qu'on soit bien habillé, qu'on soit propre. Et moi, je regardais ma mère en disant, mais tout ça pour un médecin, pour un individu. Et je me suis aperçu que finalement, pour ma mère, c'était vraiment le magicien. Le médecin était le magicien. Et je me suis dit, et si j'avais ce regard de ma mère tôt ou tard, si je pouvais aussi, est-ce que ma mère pouvait me regarder de cette façon? Vous savez, on a toujours envie quand on est enfant, oui. Ouais, quand on est enfant, on voudrait que nos parents nous voient un petit peu comme des gens surnaturels presque. Sois fiers de nous. Sois fiers de nous. Ouais. Et donc, alors voilà, donc je me suis attelé à faire mes études. À l'époque, c'est pas évident. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais au lycée au Havre et on était rares. Enfin, je pense que j'étais pratiquement le seul fils d'émigrés à l'époque au lycée. C'était puisque je sais que vous êtes du Havre, c'était le lycée François Ier. Oui, je connais. Ouais. Donc, j'étais le seul et c'était pas évident, mais on était quand même aidés. Il y avait des assistantes sociales qui venaient nous aider. Il y avait des gens qui nous donnaient des vêtements, etc. Donc, l'un dans l'autre, j'avais la cantine gratuite, par exemple, ce qui a été un complexe pour moi quand j'étais jeune. Mais donc, j'avais
on avait un certain nombre d'aides qui faisaient que finalement j'ai réussi à m'accrocher et je me suis dit tiens, je vais faire ma médecine. Et j'ai fait ma médecine, vocation qui m'a beaucoup plu, bien entendu. J'ai fait une spécialité d'hématologie. Ouais. Je me suis occupé beaucoup d'enfants qui avaient des troubles de coagulation, des hémophiles. Et une fois que j'ai fait ma médecine et que je me suis un petit peu installé tranquillement, eh bien, dès que la retraite approchait, je me suis dit, tiens, je vais retrouver mon amour premier. Mon amour premier, c'était l'écriture. Ce qui fait que, pour l'instant, j'ai commis deux ouvrages. Et puis voilà, quoi, en gros, comment j'ai évolué. Pourquoi hématologue? Alors, hématologue parce que j'ai fait mon stage de pédiatrie, je l'ai fait avec un pédiatre qui était également hématologue. Et donc, il avait un petit laboratoire dans son service de pédiatrie et il regardait les lames, c'est-à-dire les lames de sang, c'est-à-dire il faisait des lames de sang. Et comme on avait des enfants qui étaient leucémiques à l'époque, c'était lui qui faisait pratiquement le diagnostic. Je parle là aussi des années 70. Donc, et j'allais le voir et il me disait, tiens, regarde cette lame, regarde là, tu vois, tu as des cellules, cette cellule-là, etc. Donc, il m'expliquait et là, j'étais attiré. Et donc, quand j'ai terminé ma médecine, je me suis directement passé mon concours d'internat dans le cadre de l'hématologie. Il vous a beaucoup inspiré? Énormément, énormément. Ce professeur m'a beaucoup, il s'appelait professeur Chevalier. Et c'est lui qui a inventé mon premier ouvrage s'appelle Thanatocyte. Thanatos, c'est le représentant de la mort chez les Grecs, et cyte, c'est la cellule, et donc thanatocyte, les cellules de la mort. Parce que quand il me montrait ces lames des enfants leucémiques, il disait des thanatocytes, parce qu'à l'époque, on ne traitait pas les leucémiques comme maintenant. Donc ils mouraient, un grand nombre mouraient de ces leucémiques. Donc il regardait, il me disait, viens voir, il y a des thanatocytes. Et donc j'ai laissé ce terme. C'est un néologisme, c'est un terme qui n'existe pas dans le Larousse, par exemple. Mais ça, la pédiatrie aussi, le fait justement de voir ces enfants atteints de leucémie vous a beaucoup touché? C'est sûr que ça m'a beaucoup touché et ça m'a beaucoup inspiré également. Quoique c'était pas toujours agréable parce que la finale, les enfants mouraient souvent dans ce. Quoique maintenant la leucémie est devenue quelque chose que l'on guérit très facilement. Oui, complètement. Oui, soit par la chimiothérapie ou soit par les greffes de moelle pour certains types de leucémie. Alors parlez-nous justement de ce livre, Thanatocyte, de l'histoire. Alors Thanatocyte, c'est l'histoire d'un jeune émigré qui est installé, qui est venu en France dans le cadre d'un regroupement familial. Il a tout fait pour venir en France. Et puis il est travailleur, il travaille de nuit dans les chemins de fer. Et c'est lui qui a choisi de travailler de nuit parce que il était venu dans le cadre du regroupement familial, mais il avait divorcé. Les idées étaient tout à fait les mêmes avec son épouse. Et donc, il avait une fille avec son épouse. Et donc, il a choisi le travail de nuit parce que dans la journée, il s'ennuyait. Finalement, il n'était pas marié. Et il permettait de dormir dans la journée. Et puis, ce jeune, Lounès, il s'appelle, ce jeune, il va être atteint justement de leucémie. Et on lui fait sa chimiothérapie, il est soigné à l'hôpital Saint-Louis, c'est là où j'ai fait mes études, et on lui donne son traitement, etc. Et finalement, il rechute. Et le seul traitement qui lui reste, c'est d'être greffé, d'avoir une greffe de moelle. Et la greffe de moelle, elle se fait dans la fratrie, c'est-à-dire c'est soit les frères, soit les sœurs, qui doivent être compatibles. Donc, on arrive à se débrouiller pour qu'on puisse prélever les frères et sœurs qui sont dans son pays d'origine et pour savoir lequel est compatible. Et le compatible, c'est son jeune frère qui est compatible, qui s'appelle Salim. Mais malheureusement, c'est l'époque où il y a le terrorisme en France, où il y a un certain nombre de... Et donc, il n'y a pas de visa pratiquement, on donne des visas au compte-gouttes. Et donc, Salim ne peut pas venir malgré que son frère soit en danger de mort. Et donc, il va tenter ce qu'on appelle la haraga, c'est-à-dire il va tenter de brûler les frontières dans un rafio, dans un bateau de seconde zone, et il va essayer de traverser la mer pour ensuite arriver en Espagne et
arrivé en France. Alors l'histoire, je ne donne pas la fin. Non, ce que j'allais dire, on va pas raconter. Ouais. Est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il n'arrive pas, est-ce qu'il sauve, est-ce qu'il ne sauve pas son frère, son frère, c'est autre chose. Ceux qui s'intéressent à Thanatocyte, hein, je crois que c'est le Lys Édition. Hein. Le Lys Édition, Thanatocyte, et voilà. Et le deuxième, c'est l'Harmattan. Donc, et le deuxième, c'est une histoire de sang contaminé, alors, c'est ça? Le deuxième, c'est une docu-fiction, on va dire. Les faits sont réels, mais ça a été romancé. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la Croix-Rouge française. Et en particulier, j'étais médecin à la Croix-Rouge française, en particulier dans un centre médico-social, qui est un centre pour enfants atteints d'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie du sang où les enfants ont tendance à le sang ne s'arrête pas lorsqu'ils sont blessés ou lorsqu'il y a un traumatisme. Et ils ont besoin d'être à ce moment-là, de recevoir des dérivés sanguins. Il leur manque, à la naissance, il leur manque un facteur de la coagulation. Juste pour la petite histoire, on dit que l'hémophilie est la maladie des rois, parce que nombreuses familles royales ont eu des enfants touchés par l'hémophilie, comme ils se mariaient entre eux, etc. Donc on s'est retrouvés pratiquement en Espagne, en France. Et justement, le tsar Nicolas II avait un enfant hémophile. Et il avait appelé le fameux Raspoutine, ce médecin et c'était dans le cadre du traitement de son enfant hémophile. Alors, Raspoutine était un charlatan, mais le tsar Nicolas II croyait tellement en lui que Raspoutine faisait de lui ce qu'il voulait, d'où la révolte de 1917, parce que le roi avait complètement laissé le peuple, etc., parce qu'il était très, très influencé par ce Raspoutine. On peut dire que Raspoutine a transformé un petit peu comment dirais-je, la politique du monde avec les deux blocs, puisque c'est la révolution russe qui a créé ensuite les deux blocs. Et donc, j'ai longtemps travaillé dans ce centre pour hémophiles, qui était un centre pilote à l'époque. Donc, il n'y avait pas de centre comme ça, pratiquement dans beaucoup de pays d'Europe et d'ailleurs. Et donc, on recevait des enfants d'Espagne, du Portugal, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Chili. On a même eu des enfants chiliens etc., dans ce centre pour hémophiles. Et l'histoire du sang contaminé, eh bien, c'est l'histoire du sida, puisque comme ces enfants recevaient des dérivés de sang pour être traités, et à l'époque, lorsqu'on fabriquait ces dérivés sanguins, on récoltait le don de milliers de personnes que l'on mélangeait, et de ces dons, on fabriquait ces facteurs de la coagulation. Et donc, fatalement, à l'époque, il y a eu l'apparition du virus du sida, le HIV. Donc, il a commencé aux États-Unis. Il a commencé, au début, on pensait que c'était que les homosexuels, puisque on les voyait dépérir. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait aussi les héroïnomanes, ceux qui... bien sûr. Et puis, tout doucement, on s'est aperçu que c'était le VIH était transmis par voie sanguine et par voie sexuelle. Et par voie sanguine, comme nos hémophiles recevaient des dérivés sanguins, eh bien, la plupart de nos hémophiles ont été touchés par ce virus du sida. Et 95% sont décédés. Donc, je raconte un peu le parcours de chacun des enfants hémophiles et l'évolution. Donc en fait, c'est vraiment un condensé d'informations et puis d'historiques de personnes qui ont été contaminées. C'est une histoire. Tous les faits sont réels. Ils sont romancés par rapport aux enfants qui étaient touchés. Donc je refais tout je décris également toute le processus judiciaire qui s'en est suivi avec les condamnations qu'il y a eu, en particulier condamnation des médecins principalement, puisque les politiques ont été jugés responsables mais pas coupables. Donc ils n'ont pas été touchés. Et les médecins, c'est essentiellement Jean-Pierre Alain, c'est le docteur Jean-Pierre Alain avec lequel je travaillais pendant mes études d'hématologie, qui m'a proposé de travailler avec les hémophiles. Et c'est lui qui a été condamné, et ainsi que le docteur Garetta. Ouais. Donc c'est quand même assez fort comme histoire. C'était très fort, puisque... Alors pourquoi ils ont été condamnés? Tout simplement parce que... Alors les politiques ont été condamnés pour quelque chose de bien particulier et les médecins pour autre chose. Alors les facteurs de la coagulation, les facteurs qu'on utilise pour traiter les enfants hémophiles sont des facteurs qui coûtent
excessivement cher. Et ce n'est pas qu'une fois pour la vie, c'est régulièrement qu'on doit les perfuser par ce produit. Et donc les produits sont fabriqués par un organisme qu'on appelle le Centre national de transfusion sanguine, dont le responsable était Garetta, et le numéro 2, on va dire, ou le monsieur hémophile de ce centre, c'était Jean-Pierre Alain. Et donc il y avait un stock de produits anti-hémophiliques qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas jeter parce que ça coûtait tellement cher que... Et quand il y a eu l'apparition du virus du sida, ils n'ont pas pris Alors à l'époque, c'est peut-être facile de façon rétrospective de dire ce que je vais dire, mais à l'époque, ils n'ont pas pris la décision de se dire, puisqu'il y a un doute, puisqu'il y a un risque, jetons tous ces produits et utilisons ce qu'on appelait à l'époque des produits chauffés, c'est-à-dire qu'on pouvait comment dirais-je, shunter ces produits-là par d'autres produits. Alors des charges, c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas que cette maladie était constamment mortelle. Et on ne savait pas non plus que cette maladie était, qu'il suffisait d'une fois pour pouvoir être touché. On pensait que... Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas... Ils ont pris ça à la légère. À la légère. Ouais. Ils ont pris ça à la légère. Alors, ça, c'est les médecins. C'est la condamnation des médecins. Ça a été par rapport au fait qu'ils ont continué à utiliser des produits supposés infectés et qu'ils n'ont pas éliminés. Quant aux politiques, alors ça, c'est plutôt... Les politiques, c'était à l'époque Fabius, qui était Premier ministre, qui a été éclaboussé par le sang contaminé. Mais alors, eux, c'est autre chose, c'est que on a découvert le virus du sida en 1983, mais les tests, pour pouvoir déterminer que les gens avaient ce virus, ou pour savoir que nos produits, ou les donneurs de sang étaient touchés, ce test, il n'est apparu qu'à peu près 1 an et demi après. Et les premiers qui ont fait ce test, c'est les laboratoires Abbott aux États-Unis, pardon. La France et l'Institut Pasteur étaient en voie de mettre le test de commercialiser le test. Ouais. Et Fabius, pour une raison d'égo, d'économie, a sursoir à l'importation du test américain en attendant que Pasteur propose le sien. Et pendant cette fenêtre, il y a eu beaucoup de contamination. Tout ça, c'est dans votre livre? Tout ça, c'est dans mon livre. Ouais. C'est déjà la fin. Ah là là, il y a tellement à dire, Meda Sédic. Mais pour ceux qui veulent découvrir donc ces 2 histoires, Thanatocyte et donc l'histoire du sang contaminé, où est-ce qu'on peut trouver ces livres? Alors, le premier, c'est sur Amazon, enfin dans toute la Fnac. Et le deuxième, on peut le voir dans certaines librairies à Paris. Sinon, sur Amazon, la Fnac, enfin dans toutes les... Oui, un peu partout, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Meda Sédic. Il y a tellement, je pense qu'il faudra d'autres émissions avec vous parce qu'il y a tellement à dire. Avec plaisir, oui. Des domaines tellement importants, l'hématologie, les leucémies, toutes ces maladies aussi du sang, que ça mérite plus d'émissions. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci à tous de nous avoir suivis sur Interview. Je vous dis à très bientôt.